Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. La révolution tunisienne, vous vous en souviendrez, aussi appelée la révolution Jasmine, avait pour point culminant une série de manifestations et de sittings durant 4 bonnes semaines ininterrompues entre décembre 2010 et janvier 2011, qui a eu pour effet le départ du dictateur Ben Ali après 23 ans de règne sans partage. Droit de savoir revient sur cet événement pour des raisons pédagogiques, mais aussi pour comprendre quelle avait été l'implication de la diaspora tunisienne dans cette révolution. C'est ainsi que nous recevons sur notre plateau Nadia Chaban, qui elle aussi a pris part active à cette révolution. Elle est une ancienne députée de l'Assemblée constituante. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui après avoir pris part à cette révolution et pensez-vous que les choses vont mieux maintenant? Sur certains aspects, les choses vont mieux, sur d'autres un peu moins bien, mais de toutes les manières, on est encore dans ce processus révolutionnaire, donc ce n'est pas encore fini. Vous pensez que des gens qui ont gardé le pouvoir pendant des décennies ne vont pas lâcher comme ça, donc il y a de la résistance en face, mais on y arrive, tout doucement, mais on y arrive. Alors, c'est une révolution qui a été, ou qui est souvent présentée comme une révolution non violente. C'est votre avis aussi? La révolution en elle-même, ça a été une succession de soulèvements qui ont eu lieu, qui ont déferlé sur tout le pays, hein. Ça a commencé dans une petite ville dans le centre-ouest, et puis ça s'est répandu comme de la poudre dans le reste du pays sur les 4 semaines. Il y a eu quand même plus de 300 morts et des milliers de blessés. Mais en même temps, c'était des manifestants pacifiques. C'est-à-dire, c'est l'armée, c'est la police qui a tiré sur les manifestants. C'est le pouvoir qui a tiré. Mais les manifestants n'ont jamais fait usage de violence. Donc, dans ce sens-là, elle n'est pas violente. Toutes les actions ont été pacifiques. C'était exclusivement des rassemblements, des manifestations, des marches. Il y a eu un peu parfois des choses où on a entravé le fonctionnement, par exemple, d'un train, où on a empêché le départ ou des choses de cet ordre-là, mais il n'y a jamais eu d'utilisation de violence de la part des gens qui se sont soulevés, qui étaient pour majorité des jeunes. 4 semaines de manifestation, est-ce que c'est le temps qu'aurait duré aussi votre lutte? Juste 4 semaines, ou vous avez commencé votre lutte depuis bien longtemps? Dans la diaspora tunisienne, il y a des traditions de résistance et de lutte assez importantes et assez éloignées. C'est-à-dire, historiquement, ça a toujours existé. D'avant même l'indépendance du pays, il y avait déjà des réfugiés, des personnes qui étaient là et qui se sont réunies autour. Donc, sur les dernières décennies, la résistance à la dictature n'a jamais cessé dans la diaspora. Mais nous, on vient un peu en apport. C'est pas nous qui faisons, mais nous, on appuie. On donne des moyens parfois. On permet de médiatiser, de faire connaître. Et sur 2010, au tout début des événements, c'est-à-dire le 17 décembre, a eu lieu l'immolation de Bouazizi. Le 19 décembre, il y avait un collectif déjà de soutien qui était mis en place sur Paris. Collectif de soutien qui s'est appuyé sur toutes les forces vives existantes, à savoir les associations, les partis politiques, mais également des militants à titre individuel qui étaient là dans ce collectif. Et donc, ça a pu se faire rapidement parce que on a une tradition de nous réunir et de nous coordonner nos actions à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Tunisie pour réagir collectivement. Parce qu'on savait que le pouvoir était puissant, était trop impliqué, il y avait trop d'omerta par rapport à ce qui se passe en Tunisie, en France, on en parle très très peu dans les médias. Donc pour nous, ça a été toujours fondamental de faire front ensemble pour pouvoir résister et médiatiser ce qui se passe. Sachant que cette coordination réunit les forces progressistes et pas les islamistes, par exemple. On a toujours été
nous, traditionnellement, à travailler ensemble depuis très longtemps. Vous avez dit qu'il y a eu l'omerta. Comment vous y êtes pris pour contourner tout cela? On est un peu rodé à l'exercice parce que la Tunisie est un partenaire de la France et pour la Tunisie, le premier partenaire économique c'est la France. Et tant qu'il n'y a pas de... C'est un petit pays où il n'y a pas réellement d'enjeu. Donc, c'est traditionnellement, les médias français parlent très peu de ce qui se passe, sauf en cas de choses gravissimes. Quand il y a des soulèvements ou des mouvements sociaux qui émergent ou des choses de cet ordre-là, ça intéresse très peu de monde finalement. Et les rares journalistes qui s'intéressaient à la Tunisie, qui étaient à Libé, RFI, Le Monde et autres, étaient interdits de séjour en Tunisie. Donc, comment faire pour ramener cet exercice? Cette fois-ci, on a été faire le pied de grue, on a fait un rassemblement devant la maison Radio France pour les obliger à en parler. Et ça faisait déjà une semaine que ça avait commencé. Et il n'y avait pas un mot de dit dans les médias, les grands médias, je parle pas de médias militants. Alors que ça faisait une semaine qu'à Paris, il y avait un rassemblement tous les jours pour en parler et pour essayer aussi de soutenir à distance. Et donc, à partir de là, le premier média qui a commencé à en parler, ça a été RFI, par la suite France 24. Les autres sont arrivés 15 jours après. Quand il a commencé à avoir des morts, et c'était vraiment quelque chose qui était maintenu et en permanence. Vous avez dit que les médias étaient interdits d'accès en Tunisie. Par qui exactement? Par le gouvernement français ou bien par le gouvernement tunisien? Le pouvoir tunisien, il lui est arrivé à plusieurs reprises d'expulser ou de renvoyer ou d'interdire de séjour des journalistes avec qui on a travaillé nous régulièrement, par exemple, à qui ont donné de la matière ou bien qui allaient faire des reportages auprès d'opposants tunisiens sur place. Tous ceux qui s'aventuraient à parler de la dictature finalement et de la censure en Tunisie étaient interdits de séjour. Donc, la dictature n'aime pas trop les médias en général. C'est pas vraiment leur place. J'imagine que même l'accès à Internet a été difficile, surtout le téléphone. Mais comment vous avez fait pour communiquer avec vos compatriotes? C'est vrai qu'à l'époque, ça remonte quand même à 2010. Et 2010, Internet... je crois que ça a été le premier mouvement social et la première révolution qui a fait appel aux nouvelles technologies. Mais sauf qu'en Tunisie, ça faisait à peu près 10 ans qu'il y avait déjà tout un milieu de blogueurs, 10-15 ans même, je dirais, qui avaient déjà, depuis les années 90, donc, des gens qui ont commencé à contourner la censure via les nouvelles technologies. Donc, il y a... quelque chose qui était pratiqué par des opposants, mais par des jeunes aussi qui n'en pouvaient plus d'être censurés, qui pouvaient aller nulle part, sur Internet en tout cas, qui pouvaient aller nulle part parce que les visas parce qu'en Afrique, on n'a pas accès à l'Europe comme on voudrait, puisqu'on ne dispose pas de la liberté de circulation réellement, mais en plus, qui n'avaient même pas accès à la toile. YouTube était censuré, Dailymotion était censuré, sachant l'importance de ces outils. Donc, il fallait détourner. Et le détournement se faisait par les reconversions de vidéos en d'autres formats pour que ça puisse passer sur le réseau de Facebook, qui est le réseau le plus puissant en termes d'influence en Tunisie. C'est pas YouTube, c'est pas Twitter comme par exemple dans des pays européens. C'est vraiment Facebook qui fonctionne le plus. Et donc, voilà, il a fallu convertir des vidéos, parfois contourner les blocages de pages, les débloquer. Il y avait des blogueurs, par exemple, il y avait un caricaturiste qui était quasiment, toutes les semaines, il recommençait son blog. Toutes les semaines, il était censuré, il trouvait le moyen de le réactiver avec un autre lien. Et donc, c'est un jeu auquel nous, on était habitués avec le pouvoir, parce que ça faisait quand même une dizaine d'années qu'on était traqués sur la toile et qu'on a développé une forme de solidarité aussi pour transmettre les astuces, transmettre les codes, transmettre les IP et autres pour pouvoir contourner la censure. Et donc, il y a toujours un moyen. Plus vous interdisez aux gens, plus ils se bougent pour trouver des solutions de toutes les manières. Quand on veut, on y arrive.
Et les jeunes font preuve de beaucoup de réactivité à ce niveau-là. Une petite marche arrière. À quel moment les Tunisiens ont réalisé que le régime Ben Ali n'était plus dans les normes d'un système républicain? Euh, Quels ont été les éléments d'appréciation? Probablement que Il c'est n'a jamais similaire été. avec tous les... Pardon? Il n'a jamais été. Les élections étaient Jamais. falsifiées systématiquement. Donc, Ben Ali est arrivé au pouvoir sur un putsch, un peu sur le Bourguiba qui était en face de ses militaires. Et à chaque fois qu'il y a eu des élections, elles n'ont jamais été libres réellement. Donc, de toutes les manières, il n'a jamais été. On ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de démocratie en Tunisie avant. Donc, pour nous, depuis 10 ans, on jouit de quelque chose de nouveau. Cette liberté de temps, cette liberté d'expression, des élections libres, avec des observateurs, en plus sans l'engagement du ministère de l'Intérieur. C'est pas On a même mis en place une instance indépendante pour pouvoir superviser nous-mêmes au travers de gens, en tout cas auditionnés pour le faire via l'Assemblée. Il n'y a pas de contrôle et de mainmise du ministère de l'Intérieur. Donc on a un passif avec la censure et la dictature et les régimes autoritaires assez poussés, hein, je veux dire. Quelle a été donc la part de responsabilité dans cette révolution, la part bien entendu de la diaspora? Je veux m'intéresser à la diaspora. Alors, au niveau de la diaspora, pour nous, ça a été le rôle premier, et à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, d'ailleurs en Tunisie, ça continue encore aujourd'hui, hein, c'est de médiatiser. On travaille beaucoup sur la question de la médiatisation, de faire connaître les causes, donc en organisant des meetings, des réunions, en faisant des tractages à l'intérieur de la diaspora, parce que parfois les gens ne suivent pas réellement ce qui se passe, ils ne sont pas au courant de ce qui s'y passe. Ce qui se passe dans leur pays. Donc, en tractant, en faisant des actions un peu de cet ordre-là, mais également sur les réseaux sociaux, mais également auprès de journalistes, mais auprès d'élus politiques en France également, mais l'Union européenne, on les a sollicités à plusieurs reprises pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. Dans toutes les instances qui s'offrent à nous, les grandes organisations internationales, la LDH, Amnesty International, on sollicite tous les réseaux qui sont, en tout cas, sur la dénonciation des atteintes à la liberté d'expression ou bien sur les atteintes tout simplement aux personnes qui sont sur les atteintes aux droits de l'homme, quoi, droits humains, j'utiliserai plus ce terme. Puisque vous parlez des élus français, c'est bien cela, et le contact a été facile avec les élus français, les politiciens français, parce qu'on sait évidemment, c'est dans ce monde qu'on encourage aussi certaines dictatures. Quelles ont été vos relations avec certains politiques français? On a eu, les démarches sont diverses et variées en fonction des personnes et des profils, en fait, et du lien avec la Tunisie. Si c'est des personnes qui sont impliquées par rapport à la Tunisie, comme ça a été le cas à un moment pour le maire de Paris ou autre, on prend rendez-vous et on y va en délégation associative ou une délégation pour pouvoir, en tout cas, interpeller et demander une condamnation de ce qui s'est passé en Tunisie. Quand par contre c'est des élus avec lesquels on n'avait pas il y avait par exemple, il y a des parlementaires où il y a des associations d'amitié entre la Tunisie et la France. Les sénateurs, pareil, il y a des associations de ce type-là au niveau du Sénat. Donc on va prendre rendez-vous en délégation auprès de ces différentes instances. Et on fait la tournée, hein, je veux dire, à chaque fois qu'il y a des... Mais parfois, ça peut être lors d'un meeting. C'est-à-dire que s'il y a un qui fait un meeting et par malheur, il parle de solidarité internationale, de coopération, on va le prendre au mot et l'interpeller en direct. Donc, ça dépend. Donc, c'est fonction de l'opportunité du moment et en même temps du rôle que joue la personne qu'on va interpeller ou l'instance qu'on va interpeller par rapport à ce qu'on souhaite. Donc, soit on souhaite l'acquérir pour qu'elle devienne un peu porte-voix et il y a eu des élus qui se sont solidarisés avec nous, d'ailleurs, de la gauche parfois, ou des écolos et autres, et qui, lors de rencontres internationales ou autres, posaient les problèmes aussi. Donc, ça dépend avec qui, ça dépend pourquoi et avec qui. Donc, à chaque fois, mais il y a toujours moyen de faire passer ça. Il faut faire passer, c'est très, très important. Hein, pour nous, c'est très, très important. On a quand même un pouvoir d'accéder à des partenaires directs de nos pays.
C'est pas, je veux dire, la France est un partenaire par rapport à la Tunisie, comme pour vous, je suppose, c'est un partenaire principal. Donc, les interlocuteurs sont multiples et variés. Vous pouvez avoir des grosses entreprises également qui peuvent être aussi interpellées par rapport aux atteintes. Comment elles acceptent de coopérer alors qu'on porte atteinte aux droits des enfants, aux droits des femmes qui sont salariées dans ces entreprises. Donc, sur différents volets, vous avez un moyen d'accès. Et il ne faut pas hésiter à aller frapper aux portes. Hein. Je veux dire, en général, les gens vous reçoivent parce qu'on est quand même dans un pays qui est rodé un peu aussi à une forme de démocratie. Les élus ne se dérobent pas. En général, quand on demande rendez-vous, on arrive à l'obtenir. Donc, mais il faut y aller en délégation et puis il faut être clair, préparer son dossier, préparer un dossier de presse complet, de constituer des dossiers avec de la matière et y aller avec une question précise. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous ne condamnez pas? Est-ce que vous allez interpeller un tel lors de gens? Si un ministre arrive en France, par exemple, pour une visite officielle, on connaît son parcours qu'il va voir, ben on va interpeller sur le parcours les gens qui vont être amenés à le rencontrer pour qu'ils leur posent, pour que des questions leur soient posées, pour les mettre en difficulté aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ces rencontres-là sont aussi l'occasion d'échanges. Donc échanger pour échanger, ils peuvent être aussi nos porte-parole par moment quand ils sont d'accord avec nous et quand ils sont un peu du côté aussi des défenses des droits et des démocraties. Je sais que la lutte a dû être un peu longue, mais à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez probablement au bout du tunnel? 2-3 jours avant, on sentait déjà la victoire. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer contre lequel le pouvoir en place ne pouvait rien faire. C'était quoi exactement? Vous savez, quand vous êtes dans un moment où vous sentez qu'il y a une convergence de tout le monde vers un même objectif, à savoir une autre alternative. Et ça, vous le sentez quand vous voyez des personnes de toute classe sociale, de tout âge, converger vers les mêmes. Parce qu'au départ, c'était des jeunes qui ont été rejoints par des syndicalistes, par des militants politiques, par des gens déjà initiés, rodés à la résistance. Ça a été des jeunes qui n'avaient rien à perdre parce qu'il y a un taux de chômage extrêmement important dans la population jeune en Tunisie. Mais il y avait des tranches d'âge qui ne se sentaient pas tout à fait concernées parce qu'elles étaient installées dans leur vie, dans leur petit quotidien, qui avaient la petite classe moyenne, la petite bourgeoisie moyenne, ne se sentait pas vraiment. Et quand elle est descendue dans la rue, on savait que c'était fini. Ben Ali a perdu tous ses alliés. Et il a perdu et les jeunes et les classes moyennes, mais également les intellectuels, les artistes. Et donc, c'est quand vous avez, mais les gens ne sont pas sortis forcément dans la rue pour la même chose. Les jeunes, c'était pour l'emploi et les libertés. Ceux qui étaient les plus confortablement installés dans le pays, si je puis dire, et qui jouissaient de moyens économiques en tout cas, et qui sont descendus pour des raisons de liberté. Parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir cette censure sur Internet, de voir que leur vie était réglée par un ignare, hein, en fait, hein, parce qu'on n'avait pas beaucoup de respect pour cet homme. Les gens le craignaient, mais ils n'avaient pas beaucoup de respect. Il était baptisé par la rue tunisienne Bac-4 à un moment. Hein, donc, c'est quand même pas. Je veux dire, il n'y avait pas d'adhésion à la personne de point de vue intellectuel ou de point de vue respect ou de point de vue quoi que ce soit. Et elle était trop associée au banditisme, trop associée à de la corruption, à du clientélisme, avec des clans mafieux qui récupèrent des choses pour renforcer un peu des familles finalement. Et donc, quand vous voyez toute la population converger et être dans la rue et soutenir ce mouvement, bah, vous savez qu'il y a quelque chose qui est à l'heure, quelque chose qui va se produire, inédit et qui ne s'est jamais vu historiquement. Donc, et quel a été donc le santé basculement. Ah d'accord, mais qu'est-ce qui a été en fait l'élément déclencheur, c'était quoi? C'est juste évidemment l'immolation du jeune commerçant ambulant? Oui, d'un marchand de fruits et légumes ambulant et qui n'était pas en règle visiblement sur le plan de sa patente et compagnie. C'était un peu dans le travail informel, hein, comme plus d'1 million de personnes en Tunisie. Mais il se trouve qu'il y a eu d'autres avant lui. Il y a eu une immolation 6 mois avant dans une autre petite ville, dans un autre coin. Il y a eu des grèves, des mouvements
À ce moment-là, il y avait même des femmes qui étaient en grève depuis 2 mois euh, sur cette période-là. Et depuis 2008, en fait, il y a eu un grand soulèvement dans le bassin minier, la région du phosphate tunisienne, qui a duré plus de 3 mois et qui a été quelque chose qui a déclenché une espèce de derrière de plusieurs mouvements petits comme ça, mouvements qui ont émergé et qui ont été avortés par le pouvoir dans la violence. Et donc, il y avait quelque chose. La cocotte était bien chargée, si je puis dire. Cette stimulation a été le truc de trop. Et le fait d'avoir réagi, bah, ça a fait sauter tous les verrous de la peur, hein, parce qu'en fait, ce qui empêchait les gens de bouger, c'était la peur, parce qu'ils avaient peur de se retrouver avec un procès et de se retrouver pour plusieurs années en prison, parce qu'il n'était pas très tendre avec les opposants ou les personnes qui contestaient. Hein, Ben Ali. Les prisons étaient remplies d'innocents qui sont juste exprimés leur désaccord et qui n'ont jamais fait usage de violence ni quoi que ce soit. Donc la terreur et cette peur avaient sauté. Donc à partir de là, c'était très difficile parce qu'il y a des choses qui sont irréversibles dans les histoires des peuples. Si on vous maintient par la peur, le jour où la peur disparaît, ben, il n'y a plus rien qui vous tienne. D'ailleurs, nous, ça fait 10 ans que les gens ne se tiennent plus. Dès qu'ils ne sont pas contents, ils sont dans la rue. Donc, le mouvement social, c'est tous les jours encore. Et c'est parce qu'il y a un problème d'autorité, de rapport à l'État qui n'est pas encore réglé. Mais ça, c'est normal. Dans un processus où on recommence tout, il y a quand même aussi des difficultés parfois à se poser, à se dire, bon, on trouve un consensus pour avancer. Pour le moment, on n'y est pas. Est-ce que durant votre lutte, vous avez eu à un moment donné vraiment besoin de l'intervention de la communauté internationale ou bien vous vous êtes dit que vous pouvez y aller seul jusqu'au bout? On y a été seul hein, jusqu'au bout. On sait pas, la question ne s'est même pas posée. Ah bon? La question ne s'est pas posée. La France, au travers de son ministre des Affaires de la Défense, je crois, à l'époque, Ali Omari s'est proposé de donner un coup de pouce à Ben Ali pour l'aider à former, à mieux matraquer les gens. Mais en fait, et d'envoyer en fait, vraiment des gens pour former hein, la police. Mais en fait, tout le monde était un peu en retrait, il ne sait rien. Et nous-mêmes, nous n'avons pas sollicité quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Ça s'est réglé en interne, ça s'est fait de manière spontanée, sans leader. La difficulté réside un peu en cela, parce que ce n'était pas du tout préparé, ni prévu. Et le fait de ne pas avoir de leader, de ne pas avoir de coordination mise en place en amont, tout ça, ça a complexifié un peu les choses. Donc malgré cette dictature, malgré les dénonciations pour la France, ben, ça pouvait continuer comme ça? Bien sûr, ça ne leur posait pas de problème. Hein. C'est un petit pays où il n'y a pas d'enjeu, je vous ai dit dès le départ. Donc pour eux, ce n'était pas quelque chose qui... Et puis du moment que lui donnait l'illusion qu'il maîtrisait les islamistes et que, puisqu'il les réprimait comme il réprime, sauf qu'il ne réprimait pas que les islamistes, il réprimait tout le monde. Donc ça leur suffisait comme gage. Et la démocratie, bah, ce n'était pas vraiment pour nous. Hein. C'était pas... Et dans cette lutte, vous pensez, Nadia, vous pensez que le courage seul suffisait pour tenir longtemps? Bah, ça dépend si vous... Sur cette période-là, je crois qu'on n'a pas eu à réfléchir. Hein. Sur les 4 semaines, ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu à réfléchir. Pour une partie des militants qui étaient rodés à la résistance sur la durée, c'était quelque chose d'extrêmement excitant et surréaliste parce qu'on l'a vécu comme on voyait bien qu'il se passait quelque chose d'inédit et on sentait qu'on était en train de participer à quelque chose d'inédit quelque part, surtout sur la deuxième quinzaine, quand on a vu tout le pays qui s'y mettait aussi et qui rejoignait le mouvement. Mais par contre, donc le temps est court, hein, 4 semaines. 4 semaines, c'est à peine le temps, vous voyez. Hein, évidemment, le temps est court, mais dans le même temps, il est aussi très long parce que je suis un peu fasciné par ce peuple qui, malgré la répression, vous avez dit d'entrée de jeu qu'il y a eu quand même 300 morts, et malgré cela, les gens ont continué leur lutte jusqu'à arriver au résultat escompté. C'est ce qui me fascine. Malgré qu'il y ait eu des tombées, les gens ont continué à se battre. Alors, il se trouve que
comme tout ça se passait, c'est-à-dire l'information, on l'avait via le réseau social. On l'avait par aucune autre voie. On savait qu'il y avait des morts. Et tous les jours, on entendait parler de 2, 3, 4, 5, qu'un sniper a tiré qu'un gamin a pris une balle perdue, qu'une femme chez elle a pris une balle perdue, que quelqu'un dans la... On savait qu'il y avait... Tout ça, on le savait, et les gens en étaient conscients, et ceux qui ont vu des gens mourir à côté d'eux, ils étaient là. Il y a plein de choses dont on a entendu parler par la suite. Parce qu'il y avait plein de villages, tout ça, où il s'est passé des choses où on n'a jamais su. Parce qu'ils n'étaient pas réellement beaucoup connectés, il n'y avait pas beaucoup de gens connectés, ils ne savaient pas contourner la censure, ou ils n'ont pas mis de vidéos pour qu'on puisse nous voir. Parce que tout le monde n'avait pas, à l'époque, en 2010, tout le monde n'avait pas d'iPhone ou de téléphone ou de smartphone pour pouvoir faire des vidéos. Hein. C'était une minorité qui avait accès à ça. Et encore moins les jeunes qui étaient un peu dans l'exclusion et le chômage. Donc, et ceux qui étaient acteurs, c'était ceux-là. Je crois que ces paramètres-là n'interfèrent pas. Pourquoi ça n'interfère pas? Parce que quand vous avez 18 ans ou 20 ans et que vous n'avez aucun avenir et que le pays ne vous propose rien et que vous voyez vos frères aînés au chômage alors qu'ils ont un bac+3 ou bac+4 en poche, vous n'avez pas grand-chose à perdre parce que les perspectives qui s'offrent à vous, c'est quoi finalement? Soit de prendre l'embarcadère pour traverser la Méditerranée quand vous avez 4 sous parce que les plus pauvres ne partent pas. C'est ceux qui ont déjà un peu d'argent qui peuvent partir. Et autrement, vous restez sur place et restez sur place à attendre rien. Il ne se passait rien. Et il y avait un taux de chômage. Quand vous avez un taux de chômage de plus de 30% chez les plus jeunes, vous ne pouvez pas à un moment leur faire miroiter quoi que ce soit. Il faut que ça soit concret. Donc, ce n'est pas du discours. C'est pas... et à partir de là, quand vous n'avez rien à perdre, vous vous lancez. Et c'est ce qui s'est produit. C'est pour ça que j'ai dit que nous, on savait que c'était fait, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer quand on a vu le basculement des générations plus âgées qui travaillaient, qui étaient installées confortablement. Là, on savait que... Parce que tant que les jeunes étaient tout seuls, tant qu'ils pouvaient continuer à réprimer, il ne se passerait pas grand-chose. Là, on savait que cette convergence de tous, ça ne pouvait que déboucher sur un meilleur, en tout cas, avenir pour le pays. Est-ce que vous êtes inspiré de certaines expériences des révolutions dans le monde? Alors, sur le moment, on s'est inspiré de rien du tout. Hein. Mais par la suite, quand on a mis en place la constituante, et donc quand on a mis en place des élections libres, avec y compris la diaspora, puisque moi j'ai représenté la diaspora dans ces élections-là, où je me suis retrouvée dans l'Assemblée constituante, on avait en charge la rédaction de la Constitution. Et donc, à ce moment-là, nous, on a tenu à ce que ça soit fait de manière très participative. Et en plus, les progressistes en étaient minoritaires dans cette assemblée. Donc, il fallait que ce soit dans la transparence la plus totale pour associer la totalité de la population à ce processus. Et donc, on a été voir un peu de ce qui s'est fait ailleurs, tel que l'Afrique du Sud, par exemple. Le Rwanda aussi, hein, sur la justice transitionnelle, on a regardé ce qui s'est passé par rapport à la... En tout cas, moi, je sais que quand on a fait la loi sur la justice transitionnelle, c'est un des modèles qu'on a observé de près avec l'Afrique du Sud aussi. Mais il y a beaucoup d'autres expériences. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui me révolte dans la médiatisation de ce qu'on appelle les printemps arabes, parce qu'ils ne sont pas si arabes que ça, ils sont aussi africains. Et on a tendance à l'oublier, parce qu'il s'est passé plein de mouvements dans plusieurs pays africains à ce moment-là, et on n'a pas fait la connexion avec la Tunisie. Alors que c'était dans la foulée de ce qui se passait en Tunisie, tel qu'au Burkina, il y a eu des choses qui ont eu lieu aussi au Sénégal, il y a eu dans d'autres, en Côte d'Ivoire, il y a eu des petits mouvements sociaux un peu partout, et on n'a jamais fait la connexion avec ce qui se passait en Tunisie, alors que c'est exactement la même chose, et que c'était pas quelque chose qui avait à voir avec l'appartenance à l'arabité, quoi, en fait. C'est plutôt les pays du Sud qui, à un moment, en ont marre de leur dictateur et qui ont décidé de se bouger. Et on aurait baptisé ce mouvement-là autrement, je crois qu'on aurait une lecture autre aujourd'hui. Alors Nadia, je sais que comparaison n'est pas raison, mais si vous étiez demandé de porter conseil à d'autres diasporas qui continuent leur lutte aujourd'hui contre certains régimes totalitaires, que leur diriez-vous? Il faut beaucoup travailler sur la question des médias et la médiatisation des causes. Et il faut vous créer un réseau de solidarité au-delà de la diaspora.
C'est-à-dire qu'il faut solliciter, travailler avec d'autres diasporas, mettre en place des actions avec, vous rapprocher des structures telles que Amnesty, la LDH et autres, pour mettre en place un peu du soutien. Parce que, par exemple, nous, si vous observez la diaspora tunisienne ou algérienne en France, ou marocaine aussi, elle fonctionne de la même manière, on se retrouve souvent associés à d'autres et on est solidaires les uns des autres et on travaille ensemble. Et du coup, on bénéficie aussi de l'expertise, de l'échange, de la connaissance, du réseau aussi. Par exemple, quand vous prenez la question des sans-papiers ou autres, vous allez voir avec le soutien d'un certain nombre de partis politiques français, un certain nombre de syndicats, et tout ça, nous, on travaille avec eux. Et quand il se passait quelque chose en Tunisie, on rédigeait des communiqués, on leur demandait de se solidariser avec nous. Parce que se solidariser avec nous, ça veut dire porter nos idées à l'intérieur de leur organisation. Ça veut dire quelque part être une voix en notre absence. C'est aussi les sensibiliser à ces questions-là. C'est aussi en faire des alliés. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé sur ça depuis des décennies. Et je pense que moi, ce que j'observe, pour connaître un tout petit peu, je ne connais pas le Congo, mais j'étais en RDC. Donc, votre voisin, j'étais à 2 reprises chez votre voisin, mais je n'ai pas eu l'occasion encore d'aller au Congo. Mais de ce que j'ai observé ici, dans les différents réseaux immigration, différents réseaux féministes, femmes migrées et autres, c'est que vous restez dans la diaspora africaine et vous n'allez pas beaucoup au-delà. Et là-dessus, il y a un travail à faire pour vous rapprocher d'autres communautés, d'autres groupes, d'autres diasporas pour des échanges. Parce que c'est ça moi, je sais qu'on a beaucoup appris sur d'autres militants qui venaient d'ailleurs, sur les manières de faire. On nous a aussi aidés en termes pour accéder aux médias, pour accéder à des élus, donc c'est aussi de l'échange à l'intérieur. On est plus fort quand on est ensemble. On est plus fort lorsqu'on est ensemble, l'union fait la force. Alors, qu'est-ce qu'on devait s'interdire dans la diaspora si l'on veut aller, mais vraiment vite, dans sa lutte? D'être pessimiste ou de penser que c'est pas possible. Ça, c'est un mot qui ne devrait pas exister pour nous. Parce que tout est possible, il suffit de le vouloir fort et d'y aller ensemble, surtout ne pas y aller seul. On court peut-être plus vite seul, mais on n'y arrive pas forcément. Merci Nadia d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est par là que nous mettons donc terme à notre émission aujourd'hui. Chers téléspectateurs, vous avez été donc les meilleurs. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, mais gardez votre œil sur votre canal d'information TELER TV. Merci. Merci Christian. C'est moi. Audio Jungle. Audio Jungle.